tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leurs réussites ou leurs échecs. Et on évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le Berry comme point commun. J'ai le plaisir de recevoir Yelassina Coulibaly, musicien et danseur à Bourges. C'est l'histoire d'un enfant burkinabé qui découvre l'art et la musique en particulier et qui s'aperçoit que la culture peut relier les hommes. Et puis c'est la vie de berger dans la brousse africaine qui le construit avant que son destin artistique l'amène en Europe, à Bourges, sur les routes de France, de salles de concert en soirée privée où l'Afrique est célébrée. C'est une belle discussion chez Lassina où sa bonne humeur règne en maître. On a parlé de ses racines, du serpent, de civilisation, du racisme, de la charte de Mandé, mais on a évoqué également Chopin l'éléphant, la cathédrale de Bourges et les tambours d'eau. Je vous embarque à la découverte de Yelassina Coulibaly, un artiste positivement humaniste. Goodberry, c'est parti. Bonjour Lassina. Bonjour Stéphane. Merci en tout cas de m'accueillir chez toi. C'est une marque d'amitié, je pense, d'accueillir chez soi. Oui, c'est vrai. Parce que pour moi, la rencontre, c'est simple, c'est dans la simplicité. Voilà, tu es quelqu'un, dès les premiers jours, on s'est rencontrés. J'ai vu une simplicité et que j'ai beaucoup appréciée. On est dans ton salon, il y a une affiche du Burkina Faso. Oui. Derrière toi. Oui. Ça représente quoi, ce pays ? Et le Burkina, c'est le pays des hommes intègres. Et le Burkina Faso, ça veut dire aussi les 3 langues principales qui sont utilisées sur la sous-région, particulièrement le Burkina, à savoir Burkina Faso, il y a une partie Burk, c'est en Moré, Na, Peul, Faso, en Djoula. Voilà, il y a 3 langues qui composent le Burkina Faso. Et toi, tu es d'où ? Bobo Djoulasso. D'accord. Voilà. T'as des souvenirs ? Et évidemment, cette période, quand j'y pense, c'est le son des instruments. Ah ouais ? Oui. Et je commençais à découvrir la musique grâce à mes parents, Seko Coulibaly et Yé Coulibaly, qui m'ont initié très tôt le monde du travail, le monde de la culture. J'aimais bien aller à l'école parce qu'il y avait le retrouvailles avec le monde de la réflexion, de l'écriture, de l'histoire et de la civilisation. Quel genre de petit garçon t'es ? C'est difficile de se situer soi-même, hein. Ouais. Et d'après mes copains, mes copines, à l'époque, en tout cas, on m'appelait le chat. Le chat ? Le chat. Et pourquoi le chat ? Ah, mais le chat, je ne sais pas. On m'appelait le chat. Et après, il y en a qui m'appelaient l'eau, de l'eau. Et il y en a qui m'appelaient les montagnes. Il y en a qui m'appelaient l'arbre. Je ne sais pas. Ils m'appelaient en fonction, je pense que fonction de comportement, d'échange aussi. Et voilà, mes camarades, ils ne m'appelaient jamais par mon prénom, ils m'appelaient toujours le chat, la montagne, l'arbre ou l'océan, les vagues. Des fois, on me disait, bah oui, c'est comme ça, on ne peut pas t'expliquer, tu es comme ça. Tes premiers contacts avec la musique, c'est quel instrument ? Alors, mon premier contact avec la musique, si on peut dire, c'est les tambours d'eau. Les tambours d'eau, c'est 2 calebasses qui représentent comme l'instrument principal, où on va ajouter dans un tiers de calebasse de l'eau. Et on renverse un deuxième calebasse par au-dessus, et ça fait une caisse de résonance, comme de l'eau qui chante. Et on a des mayoches, comme les baguettes de vibraphone ou marimba. Et on joue entre le milieu de la calebasse, au bord de la calebasse, pour changer les timbres. Et tu peux créer des harmonies. J'aimais bien ce côté d'aller à l'écoute et d'observer les groupes, le bénéfice des groupes et comment les groupes pouvaient sourire ou danser ou chanter. J'avais besoin de comprendre l'effet de la musique. C'est à cet âge-là, j'avais besoin. C'était plus fort que moi. Et d'ailleurs, un des maîtres percussionnistes qui était dans mon village, et j'allais me cacher pour observer ses mains sur la peau, voir la concentration, la maîtrise, la précision des notes.
et l'attitude en écoutant les femmes et les hommes qui venaient demander la musique, ces titres, ces pièces qui étaient forcément connues entre eux et que moi, en tant qu'enfant, je ne connaissais pas. J'étais vraiment émerveillé de voir cet artiste au service de ces groupes à l'époque, des femmes, des hommes qui étaient présents pour c'était lors du mariage certainement ou des baptêmes au sein du village parce que c'était les deux événements auxquels on tournait là-dessus et qui étaient festifs. Je prenais vraiment le plaisir d'observer, d'écouter et de comprendre le bénéfice de la musique sur les gens. D'accord. Tu te souviens du moment où tu as reçu peut-être en cadeau un instrument ? Ah oui, et je me souviens parce que il y avait deux grands maîtres percussionnistes qui dirigeaient les ballets nationaux du Mali et qui se retrouvaient à un moment dans une situation de recherche, de création. Et j'ai eu l'occasion avec un dans le secteur, sa copine était par là. Donc il venait, et puis bon, à un moment donné, on savait qu'il était doué de son instrument. C'était un génie, un des génies en tout cas. Donc je me suis dit, bon, allez, vas-y, va dire bonjour, tu verras bien. Si tu acceptes, si tu n'acceptes pas. Donc j'ai pris mon courage, je suis allé le voir, le monsieur, j'ai dit bonjour, voilà, j'ai entendu parler de vous, on vous voit à la télé, on vous entend à la radio, tout le monde parle de vous. J'ai dit, quel est le secret de votre création? Il me dit, ben, écoute, je t'invite. Donc il m'invite, à l'époque, c'est équivalent de conservatoire. C'était les artistes qui se rencontraient dans cette salle avec des différents instruments pour mettre ensemble une harmonie créée. Donc, c'est ainsi, il m'amène là-bas. Il se met à jouer l'instrument typique qui est le balafon. Ça ressemble à quoi comme instrument? C'est comme vibraphone. Voilà. Donc, après, tu as l'instrument magique, le djembé. Et donc, qui était là, la flûte traversière Peul. Il y avait aussi d'autres instruments. Il y avait une quinzaine d'instruments qui étaient là. Donc, avec différents artistes qui représentaient les différents peuples du Burkina à cette époque-là et du Mali. Parce que c'est les rencontres internationales des arts. Donc, ça se faisait, ces créations, pour honorer le public. Donc, j'écoute les répétitions, je vois que vraiment, c'est des grands artistes, quoi. Parce qu'ils arrivaient à convaincre, ils arrivaient à faire chanter, à faire danser. Donc, à un moment donné, il m'a invité de tâtonner sur le djembé. Alors, moi, j'avais jamais joué, tu vois. Ouais. J'étais un peu timide. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire comme connerie? Bon, allez, vas-y. Donc, je commençais à jouer un peu. J'ai dit, bah, donne-moi quelques idées. Il dit, non, on te laisse ton intuition, tu fais ce que tu veux, on t'écoute. Alors là, pour moi, c'était un des cadeaux qu'on pouvait m'offrir à ce moment-là. J'ai dit, donne-moi 2 minutes. J'ai pris mes souffles, j'ai respiré d'abord, puis j'ai pris mon courage, j'ai dit, d'accord, allez, mets-toi dans le bain. J'ai commencé à jouer quelque chose. Et j'avoue que je me souviens plus, ce que j'ai fait à l'époque. Et quand j'ai fini de jouer, ils m'ont soulevé, ils m'ont pris, ils m'ont soulevé en l'air. Ah, génial. Ça veut dire qu'ils sont trop contents de moi. Alors là, depuis ces jours, j'ai jamais quitté mon instrument. Et c'est là que tu te dis, je peux en faire mon métier? Ouais. J'ai vu l'amour des peuples qui m'ont soulevé. Ouais. Ils m'ont soulevé comme ça, comme un bébé. Surtout venant de milieu professionnel, j'étais très content. T'étais fier? Non, je me suis dit courage, parce que là, tu es un défi. Et donc, comment se passe l'adolescence après? Bon, je vais à l'école, je continue comme tout enfant, voilà, qui est à l'écoute de ses parents, les aînés, le métier, d'abord le travail. La culture, c'est important en Afrique, mais le travail,
est très important. Mais la notion de définir un métier, elle est venue tardivement chez moi. D'accord. Après ces moments-là, au village, j'ai décidé de partir découvrir ce merveilleux métier, le berger. Je suis parti chez les Peuls, c'est des nomades, pour trouver un emploi salarié. Voilà. Je ne voulais pas le faire gratuitement. Je peux dire que c'était mon premier métier d'ailleurs, où j'avais une définition de salaire. Donc, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une famille Peul qui avait besoin de quelqu'un pour être berger derrière les troupeaux. Et dans les fermes, ils avaient des vaches, des chèvres et des moutons. Il fallait que tu partes du matin à 6 heures du matin avec les troupeaux dans le pâturage jusqu'à 20 heures. Et tu t'apprends comment? J'ai appris une partie avec mon patron. Ouais. Il t'accompagne un peu. L'initiation s'est faite sur le terrain pour t'enseigner l'art de berger. Et après, ils ont compris que tu as pris le relais sur le plan professionnel. Ils te mettent leur confiance, te laisser leur bien. Tu peux te barrer avec pour aller vendre. C'est parce qu'il n'y a pas le contrat écrit. Tout s'est fait en confiance. C'est à l'oral. Voilà. Ils te confient un peu leur patrimoine, en fait. Donc, tu as toute cette responsabilité. Et là, tu fais le travail, tu rentres le soir, tu dors chez eux, tu as une chambre à part, tu manges avec eux, et puis tu fais les traits des animaux. Et tu parles d'art du berger, tu penses que c'est un art? Oui, c'est un art. Parce que c'est un métier qui est très dur. Tu es sûr de rien, parce que tout est aléatoire. L'attitude des animaux, les intempéries dans la brousse, les animaux féroces que tu ne maîtrises pas. Et à chaque fois, c'est l'instinct. C'est l'instinct tu dois réagir. C'est l'instinct. Et en même temps, tu as des codes pour les serpents. Pour des animaux féroces, si tu cours, tu es mort. Il ne faut pas courir. Ah non, les bons bergers, même en Europe, ici, ils ne courent pas. Quand tu tombes sur un animal féroce ou que tu ne connais pas, sauvage, tu as des codes, des comportements. Si tu fais, l'animal, ça va les effrayer ou les mettre, les limites. Il va s'arrêter 2 ou 3 secondes au point qu'il développe une autre énergie de défense. Là, ça va, il peut repartir, le serpent. Mais si tu développes une violence que les serpents sentent que tu es en train de développer, ils savent ça très rapidement. Si tu veux faire du mal, tout de suite, il va transformer son énergie, il va t'attaquer. Tu as un souvenir précis de situations compliquées? C'est les premiers souvenirs qui m'a vraiment touché. Quand le premier jour où on est parti avec les patrons de cette ferme, c'était l'orage, la tempête. Alors, tu n'as pas l'abri. Tu as les animaux qui partent dans tous les sens. C'est une aventure sans fin. Tu es là, tu dis, waouh, on fait comment là? Les animaux, ils sont dispersés. Et toi, tu es là, la pluie te frappe. Il y a l'orage, il y a les tempêtes, il y a les arbres qui tombent. Et tout le monde se cherche en fait. Celui qui avait des métiers, il te rassure. Il te dit, voilà, tu te comportes comme ça. Et on trouve un abri aux côtés d'un arbre géant où c'est plus solide. Et on se met autour pour laisser passer la tempête d'abord. Une fois que la tempête est passée, là, on va à la recherche des animaux. On va commencer à les compter jusqu'à le chiffre complet. Si tous les animaux sont là maintenant, on pense à nous. Sinon, le début des tempêtes jusqu'à la fin des tempêtes, tu ne peux pas voir ta personne. Tu n'existais pas. Non, tu n'existes pas. Non, tu n'existais pas. Et c'est là, ça fait vraiment chaud. Tu dis, voilà, waouh, est-ce que je dois continuer ou je dois démissionner? Je dis non, je continue. Quel enseignement t'as appris de ces années? Pour moi, c'est le vide. Il faut accepter le vide. Le vide? Oui. On ne peut pas rassurer l'homme. J'ai appris d'être patient. J'ai appris d'accepter le vide. J'ai accepté que je ne suis rien sans les autres.
Voilà. Je suis quelqu'un, à partir du moment où un élément vital devant. Après l'école de mes parents, ça c'est la deuxième école que je me réfère toujours, même aujourd'hui. Ah ouais. Oui, ça me sert toujours. T'as une nostalgie de ces années-là? Oui, oui, oui. J'ai nostalgie. La complicité, une fois que tu es compris par les animaux, c'est touchant. Ah oui, c'est touchant. Quand il vient le matin pour le trait, pour le traitement de leurs plaies ou d'enlever les puces, parce qu'ils ont plein de puces sur eux, et les traitements de tout ça, les nettoyer, les sabots, les machins, les corps, les laines. Et là, il y a une complicité, c'est incroyable. Une tendresse, ils sentent dans l'odeur. Parce qu'ils sentent ton énergie, ils sentent l'odorat aussi. Bon, ça c'est mon point de vue, c'est mon expérience. Les animaux, ils ont quelque chose que l'homme n'a pas. Les animaux peuvent lire en distance, sans que tu parles. Ta façon de rentrer même en contact avec eux, ils ont déjà fait la lecture. C'est comme un scanner, quoi. Donc, il peut de ta réaction, il peut changer leur comportement. Si tu vas faire une course au marché, tu viens à la ferme, les animaux, ils savent que tu as fait le voyage, ils commencent à chanter. Et quand je dis chanter, ils font des sons différents. Jusqu'à le moment où tu vas dire, ben voilà, tu vas changer ton vêtement. Je vais changer le vêtement, je vais prendre mon vêtement de berger. Parce que quand tu vas au marché rencontrer des hommes et des femmes de cette vie de sédentaire, c'est différent, tu t'habilles différemment. Et quand tu viens de là, il faut que tu changes. Tu vas changer ton costume, tu vas lever le costume de la ville et tu vas emprunter le costume de la ferme. Et là, les animaux, ils sont rassurés. Et tu restes combien de temps berger? Ben, j'en ai fait mon métier pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Ouais. Et pourquoi tu quittes ce métier-là? Comme je dis, le temps me construit. Et la curiosité me guide, c'est ça le mot. Parce que chaque métier m'a appris différemment les choses. Berger, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Tu travailles sur l'orgueil. C'est quand tu es berger, tu es obligé de travailler sur l'orgueil. Là, il faut mettre ton orgueil de côté. Sinon, les animaux même, ils vont t'enseigner autre chose. Et la nature va t'apprendre aussi que tu n'es pas seul sur cette terre. Et ça, c'est super, l'école, pour moi. Après, quand j'ai décidé de partir et le monde de l'art, ben, ça m'a apporté aussi la science humaine. Alors là, c'est l'aventure que je jouis et je continue à jouir tous les jours. Et pour vivre de l'art, tu es obligé de quitter le Burkina? Non, je vivais de mon art au Burkina parce que j'avais 3 concerts par semaine. C'est comme ça, le public occidental, ils m'ont découvert là-bas. Et moi, j'avais non seulement 3 spectacles par semaine, et en dehors de concerts ou le spectacle, et j'avais de l'enseignement de la musique à travers mon instrument fétiche, le djembé, et la danse. Donc, qui fait que les touristes occidentaux, quand ils venaient voir le concert, écouter le concert, voir le spectacle, ils s'inscrivaient pour apprendre des cours de la musique et la danse la journée. Donc, j'avais ces pratiques-là quotidiennement. Et j'ai eu la chance aussi, en tout cas à Bobo-Dioulasso, l'élite venait écouter mes concerts. L'élite, la cour, les politiques, commerçants, les enseignants, les médecins, les fonctionnaires d'État, et les commerçants, tout le monde, quoi, l'élite. Tu rencontres un autre monde que le monde des bergers? Oui, là je rencontre, c'est ce que j'appelle la science humaine, avec sa complexité. C'est grâce à l'art que j'ai fait de la lecture des affaires, le monde du travail, le monde de la science, le monde de la recherche, le monde d'ouverture. Et ça, c'est grâce à l'art que tous les jours, je me posais la question, à chaque rencontre avec un peuple français, l'attitude n'est pas la même. Parce que ça supposait les relations entre Nord et Sud, l'inconnu que les Français ils ont sur l'Afrique. Ils n'ont pas beaucoup de connaissances de l'Afrique. Parce que les histoires qui sont enseignées à l'école ne reflètent pas notre civilisation ancestrale. Non. Tu as des exemples? Ben oui, la charte de Mandé. La charte de Mandé des droits de l'homme a été votée avant les droits de l'homme de l'Europe.
Tu penses que la place de l'Afrique, elle est sous-estimée? Elle n'est pas connue de sa titre valeur de civilisation. Ceux qui les connaissent, ils ne l'expliquent pas très bien. L'Europe, ils ont souvent, en disant, celui-là est le spécialiste de l'Afrique. Sauf les Africains qui ne sont pas les spécialistes. Il y a toujours des autres qui sont spécialistes de nous. Nous-mêmes, on n'est pas spécialistes de nous-mêmes. Alors, c'est quoi ce monde-là à l'envers? Et attends, est-ce que moi, je peux être spécialiste des Berry? Non, spécialiste des Berry. Même si j'ai fait 36 ans de vie dans le Berry, je ne suis pas spécialiste des Berry. Et l'Europe est très fort de montrer que un tel individu représente une nation, une civilisation. C'est culotté. C'est osé. Moi, en tant que berruyer noir, je n'oserais pas de dire que je vais représenter l'histoire de Jacques Coeur. Non, non. Non. Berruyer noir. Ouais. Quelle est, à ton avis, la plus grande richesse de l'Afrique? C'est sa civilisation et son histoire aux autres. L'Afrique noire a toujours été à l'écoute de la France. Quand le général de Gaulle a été à Brazzaville pour sauver la France contre les envahisseurs à l'époque, il faut reprendre l'histoire. C'est l'Afrique qui a aidé le général de Gaulle. Quand il y a eu les deux guerres mondiales, la France a été aidée par les tirailleurs sénégalais. C'est un des peuples qui est à l'écoute de l'humain. Par sa gentillesse, sa générosité, on ne le prend pas assez. Tu vois, sa générosité, sa gentillesse les fait perdre de ses valeurs. Et que l'Africain, s'il commence à être dur, on dit non, c'est des sauvages. Non, l'Africain a commencé à être gentil, de composer avec les autres civilisations. On dit non, non, tu vois, on dit on ne fait pas partie de la même cour. Quand on sait dans nos histoires les expositions qui ont été faites sur les Noirs, en France comme en Berlin, comme à New York, est-ce qu'on peut oser à faire ça aux animaux même? Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris le sacré de l'homme noir. L'Afrique ancestrale, c'est d'abord l'homme qui est au centre. On considère le prochain. Dans ma vie, à moi, je ne crois pas à la religion. Mais j'ai toujours mis mon approche de l'autre est toujours sacrée. Je me considère d'abord après, quand j'accueille l'autre. Pour toi, c'est l'homme qui est sacré? Oui. Si on met l'homme au central de notre éducation, l'homme au central de notre histoire, de notre tout, vous verrez que le monde sera mieux. Mais l'homme est utilisé comme matière. C'est ça le drame. Et c'est ça le drame. L'éducation de l'art aux enfants, c'est important? C'est très important. La France est un des pays qui a ce processus parce que l'art est à l'école. J'ai même fait à Bourges. Les premières années où je suis arrivé... Donc tu arrives comment déjà? Par l'enseignement, le contrat de travail. Je ne suis pas un touriste économique. Donc on te propose de venir... D'enseigner la musique et la danse. À Bourges? À Bourges. Et je suis très content parce que j'ai été sélectionné par dossier. Et après mon arrivée, il y a eu différentes étapes d'édition en pratique. Donc tous ceux qui ont été présents pour l'édition et les élèves, tout le monde était content. Et moi, je les ai mis en garde. J'ai dit non, c'est pas parce que vous êtes content qu'on va signer le contrat aujourd'hui. C'était le mois de juin, le 3 juin 1987. Je vous donne 2 mois de réflexion. Je quitte Bourges, je vais en vadrouille un peu partout en France. Je vous laisse réfléchir. C'est vrai? Oui, je ne vais pas signer le contrat. Je suis parti à Bordeaux, Marseille, Lyon, Paris, Lille, un peu partout où il y avait mes anciens élèves. Je suis à la rencontre de mes anciens élèves qui m'ont connu en Afrique. Ils m'ont accueilli chez eux. J'ai fait connaissance de leurs parents, leurs amis, la région. Ils m'ont fait découvrir les métiers en Vendée, un peu partout. Je suis allé, quoi. Et puis, bon, c'est comme ça. J'ai fait aussi des émissions de différents endroits parce qu'à Paris, il y avait pas mal des élèves qui ont été venus en Afrique qui m'ont connu. Donc, la fête de la musique en 87, ils ont décidé de organiser au Théâtre des Amandiers en face, voilà, de m'accueillir avec tous les musiciens, les danseuses, qu'on fasse une animation de rue. J'ai dit non, je ne vais pas venir.
Et après, je me suis dit, l'instinct, l'homme sacré, j'ai dit, va offrir le don de soi. Donc, j'ai pris le bus, j'ai pris mon instrument, je suis allé à la rencontre de mes élèves en termes de danse, musique. Donc, on a commencé à faire les animations. Précisément, c'était rue Louis-Montant, dans le 20e. Il pleuvait un tout petit peu pour ces jours-là, la fête de la musique, mais on était dehors, il y avait une foule vraiment gigantesque. Tu as toutes les cultures du monde à Paris. J'ai dit, c'est génial, c'est merveilleux ce théâtre, ce lieu de concert-là. Ça devient vraiment... J'ai pris plaisir de me donner vraiment. Et les étudiants et aussi voyaient que vraiment ça me faisait énormément plaisir de donner de moi-même. Et le public a reçu cette énergie. Ça crée une joie incontrôlable. Les gens, ils ont été merveilleux. Tu vois, il y avait des enfants, des personnes âgées, des jeunes, il y avait tout le monde. Et soudain, on voit, moi je ne connais pas, il y avait des caméras partout qui filmaient. Je ne comprenais pas. Sur le soir, je suis rentré à la maison, je vois sur le journal de 20h notre passage pour la fête de la musique. Et c'est là, les gens, ils ont su que je suis arrivé en France. Tous ceux qui m'avaient connu en Afrique, ils ont su que maintenant je suis en France. Et j'ai commencé à avoir des appels partout. Et comment tu reviens à Bourges? Parce qu'il te rappelle. Oui, il me rappelle, après vu des émissions à la télé, à la radio, il me dit, il ne faut pas nous abandonner. J'ai dit non, la parole est sacrée en Afrique. J'ai donné ma parole, je viens. Ouais, je suis venu commencer mes ateliers le 15 septembre 87. Et dans mon enseignement, les premières demandes de la structure, l'association qui m'emploie à l'époque, ils me demandent une représentation le premier trimestre. Une soirée festive avec les repas africains, etc. J'ai dit, waouh, c'est un défi chaud. Hein. Pas pour moi, mais pour mes élèves, ça veut dire qu'ils venaient pour se faire plaisir, tu vois, à travers la danse, la musique. Là, je vais les conditionner en préparation d'un spectacle. Donc, on s'est mis tous dans l'aventure. On a donné un supplément de temps le soir pour répéter, pour conjuguer, créer quelque chose entre la musique et la danse. Et avec les étudiants de danse et de musique, des percus, on a fait le spectacle. Et ça a été un tremplin parce que les gens, ils ont été très contents, autant à Bourges qu'à Vierzon. Et aujourd'hui, tu retournes au Burkina? Oui, bien sûr, ça m'arrive. La famille, une partie de ma famille est toujours au Burkina. Une partie de mes amis sont toujours au Burkina. Une partie de mes fans artistiques sont toujours au Burkina. Une partie de mon histoire est toujours au Burkina, en Afrique. Une partie de moi est là-bas. Il ne faut pas oublier que mon premier d'initiation, c'est l'Afrique qui m'a tout donné. Alors, sinon, je ne serais pas aujourd'hui là où je suis. Donc, cette partie que l'Afrique m'a donnée, c'est à moi aussi de donner à l'Afrique. Mais je ne les donne pas suffisamment parce que je donne mon quotidien à Bourges et la région centre et la France. Je suis content. Ça ne veut pas dire que je vais faire le pour et le contre. Ce n'est pas ça le but de l'art. L'art n'a pas de frontières pour moi. Voilà. Donc, si demain je décide de retourner en Afrique, je peux. Il n'y a rien qui m'empêche. Ça m'amuse parce que, tu vois, quand je suis arrivé la première fois, il y avait tous les insultes dans la rue. Je ne prenais pas ça en considération. C'est dur. Oui, c'est très dur. Ça, je peux le dire aujourd'hui en rigolant. Les premières mesures, les premiers territoires, les premiers pas en France, c'est très dur de subir ça. Et je peux vous dire, bon, j'en faisais pas un effet secondaire négatif. J'entendais, je passais. Mais c'est sur la couleur de peau, sur le métier? C'est l'ensemble des choses. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Marseille, bon, les premières prestations, les attitudes des policiers déjà, tu ne comprends pas, tu es dans le même voyage avec tous ceux qui sont présents, toutes les couleurs qui sont présentes, tous les humains qui sont ensemble. Ils ne vont pas contrôler de la même manière. J'ai été choqué par ça. Parce qu'il y avait des Français, des Européens qui étaient devant. Ils n'ont pas été contrôlés de la même manière que moi. Et je n'avais rien sur moi.
que ça existe certaines pratiques, je ne doute pas. Mais ne met pas tout le monde dans le même sac. C'est ça le problème de l'Occident. Ils ont tendance à mettre tout le noir dans le même sac. La répression, c'est souvent quand même fort sur le noir, quoi. Mais c'était un passage, ce moment-là, en 87. Je peux vous dire aujourd'hui, franchement, je n'étais pas fier d'atterrir en France. J'étais choqué. Mais j'ai renversé cette point négation, cette façon de... cette barbarie. Je n'ai pas voulu l'en faire un sujet, en fait. J'ai mis ça de côté. C'est-à-dire que tu combats ça par l'indifférence, c'est ça? Non, j'ai mis ça de côté parce que j'ai dit, bon, forcément, je ne suis pas le premier animal qui traite comme ça. C'est que s'ils traitent tous les animaux comme ça, c'est que quelque part, ils ont très peu de connaissance de la richesse de l'animal. Ouais. Voilà, c'est pas que sa couleur. Il faut voir tout ce qu'il a comme ressources, comme capacité aussi. C'est-à-dire qu'on perçoit des gens, on le juge sans le connaître. Ça peut arriver même dans l'amitié, dans l'amour. On fait d'a priori, on fait quelque chose, on juge avant de vivre la personne, les relations elles-mêmes, et ce qui se passe. Bon, voilà, ces gens qui se comportent à l'aéroport, à la gare, à des lieux publics sur le noir, franchement, il y en a beaucoup. Et moi, je demande simplement qu'ils se trompent de cible. Après l'aéroport, j'arrive à la gare, les poignées de Français qui sont venus m'accueillir, le sourire, le soleil de France, l'amour de France. Là, je ouvre mon instrument fétiche. On commence à faire la musique sur la place des taxis. Les taximans ouvrent leurs portières. On commence à jouer. Et les hommes de tenue qui n'étaient pas à l'aéroport, qui étaient à la gare, ils viennent écouter, participer, danser avec nous. Jusqu'à le moment, l'heure de train de voyage de Marseille à Nîmes, je partais rejoindre un autre musiciens qui jouaient dans le groupe de quart de séjour. Tellement, les gens ils ont été très heureux. Nous aussi, on a raté notre train. On a raté notre train. On a pris le train suivant. Tu parles de danse. Ça représente quoi la danse pour toi? Oh, la danse, c'est la santé. Hein. C'est la santé? Oui, la danse, c'est la santé. Notre corps a besoin de la danse. Ouais. Notre corps a besoin de la danse qui permet d'oxygéner notre mental. Ouais. Si on ne danse pas, c'est pas bon. La danse, c'est toute une vie. Et la vie, c'est la danse. Ouais. Il y a une partie de nous, on le met en retrait. On danse pas assez? On danse pas assez. Mais si on mobilise notre corps, ça enlève beaucoup de choses. Quelqu'un qui fait 2 heures de danse par jour, il va développer une énergie particulière. Déjà lâcher prise, son énergie va revenir à la stabilité. Ce ne sera pas une énergie un peu de frustration, parce qu'il y a des énergies de frustration qu'on ne maîtrise pas. Donc la danse permet d'amener la sérénité. Tu vas voir qu'il y a un calme de l'intérieur qui va venir s'installer chez toi. Et toi, tu danses tous les jours? Ça m'arrive, si je n'en fais pas mon plat quotidien, ça m'arrive d'entretenir mon corps, de quitter cette énergie de frustration. Ouais. Oui, j'aime bien entretenir pour quitter, pour ne pas subir la conquête de l'autre. La danse, ça te donne plein de découvertes de ton corps. Même ta façon de te positionner, d'être assis, de dormir, de marcher. La danse t'aide à tout ça. Oui. Même porter ta valise. Si tu es danseur, on sait tous. Moi, j'essaie sur les quais, ceux qui pratiquent les sports, tout ce que je vois dans leur démarche. C'est vrai. Ah oui, oui. Tu as une énergie stable. L'attitude n'est pas la même. Et j'aurais bien aimé d'ailleurs qu'un du théâtre ou un des programmateurs, des acteurs culturels, puisse faire une réflexion à ça, sur le départ du train, l'arrivée de l'avion, sur la place publique, voir, tu vois, comment le corps se situe. Donc, la danse t'aide à porter ta valise. La danse aide à porter notre histoire. Oui, tu portes ton histoire sans chercher un guérisseur, sans la pharmacie. Oui. Ouais, super. Oui. On sent que tu es très éclectique dans la musique. Oui. En rentrant chez toi, il y a un portrait de Frédéric Chopin. Ah,
T'as une affection particulière pour ce compositeur? Oui. Vous avez l'œil, hein. Ouais, j'ai l'œil. Vous avez l'œil, vous avez l'écoute, vous avez l'oreille, vous avez tout, vous. Je comprends pourquoi vous tenez à votre émission, parce que il faut des gens comme vous pour apporter cette fraîcheur culturelle. Oui, effectivement, c'est pas que l'affiche. Chopin est dans mon cœur. Mes premières découvertes musicales européennes, c'est Chopin. C'était une cassette audio à l'époque que j'ai achetée à la rue Moyenne à Bourges. Il y avait un magasin de classiques à l'époque et personne ne m'a guidé, hein. Donc je me suis aventuré pour aller voir ce qu'il représentait. Donc je suis rentré, j'ai pris des cassettes, des vinyles. Il y avait Chopin, Mozart, Bach. Et quand je me suis mis à découvrir leur travail, et là j'ai écouté Chopin. Il y a quelque chose qui m'a renversé. C'est complexe. J'ai dit waouh. C'est extériorisé. En même temps, c'est romantique. C'est calme. J'ai dit waouh, quel éléphant. Quel éléphant? Quel éléphant, j'ai dit. Après, j'ai écouté quand même les autres. J'ai écouté Bach. Par l'excellence, c'est pas comparé, hein. Ils sont tous des génies. J'ai écouté Mozart, Vivaldi, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et Bach, c'était le concerto de le 3 clavecins. Donc, j'ai écouté tout ça. Et je suis revenu sur Chopin. J'avoue que je ne l'ai jamais quitté. Et après, j'ai fait d'autres démarches d'approfondir son histoire, son parcours, son lien à la France et Pologne, et en Nohant aussi, avec Georges Sand. Donc, j'ai essayé de me cultiver à ma manière. Et Chopin, il est dans mon cœur. L'affiche, c'est que juste, mais un clin d'œil pour moi. C'est le maître des maîtres, des maîtres, des maîtres incontournables. Il reste le maître. Tu te souviens de ta première venue à Nohant? Ah, Nohant, c'est les premières fois que je suis arrivé, c'est un lieu que je ne savais pas. Je ne savais pas que Chopin... Je ne savais pas toute l'histoire avec Georges Sand. Je ne savais pas du tout. On m'a dit la maison de Georges Sand. Pour moi, c'était la grande dame, l'écrivain révolutionnaire à son temps. Et quand je suis arrivé à Nohant, là, je découvre la complexité de l'histoire. Je dis, c'est génial. Nohant, c'est devenu un lieu pour moi, le cœur de Berry. Parce que raconter l'histoire de Berry sans Nohant, pour moi, on a oublié une partie. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Georges Sand. On peut parler, mais il y a toujours Chopin qui est dans le jardin. C'est une période qui a apporté quand même quelque chose de plus dans la vie de Georges Sand. Et on ne peut pas parler de Chopin sans parler de Georges Sand aussi. On entend dans ses compositions les œuvres les plus brillantes de Chopin viennent de Nohant. C'est peut-être ça l'universel, c'est qu'un Burkinabé nous parle de Chopin. Oui, c'est vrai. Ça vient du cœur. Et pourquoi moi, en 87, j'ai pu percevoir le travail de Chopin à mon arrivée à Bourges. Et personne ne m'a enseigné, personne ne m'a guidé, parce que je suis un peu comme ça. Si je n'étais pas un peu comme ça, mon djembé n'allait pas rentrer dans la cour de Hermès. Mon djembé n'allait pas rentrer dans la cour de Jean-Paul Gaultier. La Sina, j'ai toujours la même dernière question sur le podcast, Oui. qui est la suivante. Quel est ton endroit préféré en Berry? Alors, je vais répondre. Ah bah oui. Je vais répondre parce qu'il faut dire que Bourges, c'est une ville magique. Quand vous rentrez à Bourges, la cathédrale vous dit bonjour. Que tu rentres par le nord, le sud, l'est, l'ouest, la cathédrale te dit toujours bonjour, bonsoir. Si tu as l'objectif de regarder en arrière-plan ou en rentrant de Bourges, la cathédrale te dit toujours bonjour. Il t'accueille. Vous m'avez posé la question, quelle partie? Place Gordon. Et c'est le cœur de Bourges. Parce que cette place est à les maisons Colombage.
toutes ces maisons médiévales témoignent de la civilisation berruyée et berrichonne. Et moi, je suis attaché à ça. Parce qu'ils ont tous ce lieu, des différents lieux, places, des maisons, ils ont tous un âme, une histoire puissant, très puissant. Sinon, on n'allait pas avoir la première maison de la culture à Bourges par André Malraux. Donc, c'est un signe fort. Bourges fait partie de la grandeur. C'est une des villes qui est soulignée. Sinon, l'UNESCO n'allait pas placer la cathédrale aussi comme patrimoine mondial. Ouais, c'est vrai. Voilà. Voilà. Donc, on peut être fier de notre ville, on peut être fier de Berry, on peut être fier de Cher. Voilà. Une fois que tu arrives ici, tu ne pars plus. Hein. Tu restes. Parce que ce soit la gastronomie, les Berry est très riche en gastronomie. Que ce soit la culture, c'est un pays qui est très riche en culture. Hein? Les marais de Bourges. Quand tu rentres dans le marais de Bourges, je peux rester des heures, entendre les oiseaux. Merci beaucoup. De rien. Yelassina, merci encore. Merci à toi, Stéphane. Salut, ciao. Merci. Merci. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Je vous invite à découvrir cet artiste attachant sur les réseaux sociaux et le lien du Facebook et LinkedIn de Goodberry. Petit rappel, tous les épisodes de 2023 sont désormais sur YouTube et j'en profite pour vous souhaiter une nouvelle année inspirante. Je vous laisse avec la musique de Yelassina. Comment ne pas mieux commencer l'année en 2024 ? Restons curieux.